Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la diffusion des notions clés autour de l'IA et de ses métiers auprès des lycéens. L'association Latitude, qu'on connaît bien ici, a développé un nouvel atelier de vulgarisation. Deux des membres de l'association viennent nous présenter Future of IA. Bon, alors accordez-vous cette parenthèse de 30 minutes pour interroger avec nous le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, un petit peu techniques et pourquoi pas politiques. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la voix des communs. Merci à Jérôme pour sa régie, merci à Olivier Gréco de nous laisser cet espace de liberté. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur cause-commune au singulier.fm et sur son app mobile. Vous pouvez également se retrouver sur la bande FM 93.1 et avec le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Si cette émission vous plaît, vous n'hésitez pas, vous nous mettez des petits pouces, des petites étoiles, des petits likes. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Vous le savez, dans Parlez-moi d'IA, nous nous interrogeons beaucoup sur la manière de rendre accessible et de vulgariser les implications du phénomène IA auprès de tous les publics. Tiens, en le disant, ça me fait penser qu'en fait, on ne s'est pas encore vraiment penché sur l'appréhension de l'IA pour les seniors ou par les seniors. Donc si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à me les faire connaître sur mon LinkedIn, sur mon Instagram, sur mon Blue Sky, comme vous voulez, avec le pseudo Agent Num. Bon, nous nous sommes déjà intéressés aux solopreneurs, aux TPE-PME, aux collectivités locales, aux 6-10 ans, aux post-bac, aux étudiants, notamment en design. Quid des lycéens ? Eh bien, une étude de Diplomeo, moi j'ai trouvé un truc comme ça sur Internet, c'est un site d'orientation, il a effectué en avril 2024 une étude sur 560 jeunes de 16 à 25 ans, donc c'est pas complètement des lycéens non plus, et ça montre que 79% utilisent déjà l'IA pour leurs études et leur orientation. Bon, sans surprise, l'IA est envisagée comme un facilitateur des tâches répétitives, trouver l'inspiration, acquérir des connaissances rapidement, produire des contenus. Donc en fait, c'est faire rédiger son devoir, s'amuser quand même un petit peu, rédiger des mails et organiser son temps. 35% affirment rédiger tout ou partie de leur devoir grâce à des sites comme ChatGPT. Bon, à mon avis, vu les témoignages de profs que nous avons déjà recueillis ici, ce chiffre est largement en dessous de la réalité. Mais bon, c'est en tout cas ce qu'ils avouent, 35%. Bref, l'IA a déjà largement répandu dans le quotidien des lycéens, alors que les programmes de l'éducation nationale et la formation des profs sur ce sujet sont encore balbutiantes. Il y a urgence à proposer une démarche structurée d'initiation aux grands concepts et enjeux. Il serait aussi très utile pour cette classe d'âge d'améliorer la compréhension des métiers de l'IA pour participer aux réflexions sur l'orientation des futurs étudiants. L'association Latitude, qui n'en est pas à son coup d'essai dans la vulgarisation de la tech et de l'IA, a pris cette mission à bras-le-corps et deux de ses membres viennent aujourd'hui nous parler de Future of IA. Bon, l'une, elle a déjà été bénévole, elle a déjà participé et animé d'autres programmes de l'association, notamment Future of Tech. L'autre, il s'évertue quotidiennement à mettre du dynamisme dans tous les programmes de l'association. Bonjour, Lisa Le Calvez. Bonjour, Tom Lann. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Alors, parlez-moi d'IA, Tom. On va commencer par vous. C'est pas du tout galant, je suis désolé. Hein. Mais vous êtes le plus ancien dans l'association. Donc, c'est vous qui allez un petit peu nous raconter l'histoire de l'association Latitude, rapidement, hein, mais qu'on se mette un peu dans le contexte de l'association. Alors, je suis le plus ancien par rapport à Lisa, je suis le plus ancien en âge, mais il y a des personnes qui ont cofondé Latitude et je n'ai pas cofondé Latitude. Peut-être effectivement de reparler un tout petit peu de cette association qui s'est créée en 2017. Par trois amis de l'école d'ingénieurs de Centrale Supélec qui ont eu leur diplôme et qui en fait ont fait le constat on avait trop peu parlé des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux dans leur cursus et pour eux c'était un gros trou dans la raquette et en sortant d'études ils ont créé l'association Latitude avec comme premier programme rapprocher tech et bien commun et de se poser la question de est-ce qu'on en a besoin et si oui,
utilisons-la pour des éléments qui font sens pour la société ou pour la planète. Oui, donc c'est une vision qui est très large, et notamment, pour la planète, vous en parliez, elle s'appuie sur les 17 ODD de l'ONU, donc c'est une association qui se donne aussi pour mission beaucoup de regarder la tech aussi du point de vue de ses conséquences potentielles sur la planète. Exactement. Donc là, effectivement, ce que j'ai évoqué juste avant, c'est plutôt ce qu'on appelle le numérique engagé et parallèlement, on parle aussi donc de numérique responsable en s'interrogeant sur les conséquences et les externalités négatives que le numérique peut avoir dans nos vies, en tant que personne, en tant que famille, en tant que société ou pour la planète. Et c'est vrai que dès le démarrage, Latitude a vraiment essayé d'apporter une vision très holistique des enjeux sociaux et environnementaux du numérique pour voir quelles alternatives il y avait par rapport à tout ça. Alors c'est une équipe, d'abord beaucoup de bénévoles. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers. Hein. Oui, on dit qu'il y a environ presque 4000 bénévoles qui soutiennent le mouvement Latitude et près de 1000 qui se sont formés, notamment aux ateliers de sensibilisation qui nous permettent d'être présents sur tout le territoire. Et un noyau dur, pour le coup, de salariés, de permanents, Oui. dont vous faites tous les deux partie. Vous êtes combien en termes d'équipe permanente ? On est une quinzaine de salariés à temps plein, la grosse moitié sur Paris, l'autre moitié éclatée en région. Et voilà, on pilote aujourd'hui 7 ou 8 grands programmes à destination de publics assez différents. Et donc venons-y à ces programmes. Du coup, c'est quoi les grands programmes du moment ? Alors, nous, on connaît un petit peu la bataille de l'IA. Pour rappel, pourquoi je dis qu'on connaît un petit peu, c'est qu'on a eu des membres de Latitude qui sont venus jouer avec nous dans un épisode de Parlez-moi d'IA qui parlait de Parcoursup et où en fait on mettait en avant le fait que Parcoursup était désormais augmenté par une IA qui allait aider les étudiants au regard de leur dossier vers une orientation particulière, que si en plus ils choisissaient le choix de l'IA, ils avaient des points bonus, s'ils ne le choisissaient pas, ils avaient... Et donc, c'était un des débats de la bataille de l'IA. Et on a réussi à avoir pas mal de monde qui se sont laissés piéger par cet épisode. Donc, effectivement, nous, on connaît bien la bataille de l'IA. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Oui, en gros, on a plusieurs types de programmes chez Latitude. On a des programmes de sensibilisation pour prendre conscience et donner envie de s'engager, créer des déclics chez les jeunes et chez les moins jeunes. Je reviendrai aussi là-dessus. Et on a des programmes plutôt orientés action, où l'idée, c'est de mettre les mains dedans et de planter la graine de l'engagement citoyen pour un avenir plus souhaitable côté tech. Et donc, plus concrètement, on a 4 programmes à destination des étudiants du supérieur, parce qu'on pense chez Latitude que c'est un moment clé, un moment charnière où on va choisir son orientation professionnelle, où on part pour des chapitres pro, et si on peut choisir les bons tout de suite, c'est... On se crée aussi une vision finalement du monde et de la manière dont on va utiliser ces outils-là. Exactement. Et peut-être aussi rappeler qu'on est conscient qu'on n'arrivera pas à convertir tout le monde vers un numérique responsable. Par contre, notre mission, elle est assez ambitieuse quand même, c'est de donner les clés à tout le monde pour choisir. Et ça, c'est quand même assez différent. Tu parlais tout à l'heure de la bataille de l'IA. Donc, on a 2 ateliers de sensibilisation pour les adultes, étudiants du supérieur et adultes. Bataille de la tech sur les enjeux sociaux et environnementaux du numérique, via un atelier sans écran, via des cartes pour initier des débats, tu en parlais tout à l'heure, Ouais. sur le numérique et ses impacts. Et on l'a décliné il y a 1 an et demi, effectivement, sur l'intelligence artificielle, notamment générative, à l'aide d'un livre blanc qui a été produit par nos amis de Data for Good, et qui est finalement la source des contenus de cet atelier qu'on diffuse assez largement dans les entreprises, dans les collectivités, dans les établissements du supérieur, avec l'aide de nos bénévoles qui se forment toute l'année aussi pour pouvoir l'animer. Moi, je vous le recommande, cet atelier. Je l'ai fait, la bataille de l'IA, avec des collègues à moi. Et vraiment, ça ouvre les yeux et ça permet un peu de désacraliser le sujet et d'en faire justement un élément de débat, de réflexion. Donc, il y a plein de programmes. Vous les retrouvez sur le site de l'association. Et puis, il y a plein de bénévoles. Peut-être que Lisa... vous pourriez nous raconter votre parcours d'ailleurs, parce que vous avez d'abord été bénévole. Comment on devient bénévole ? Qu'est-ce qui vous pousse à devenir bénévole pour Latitude ? Et puis après, peut-être aller plus loin. Oui, merci. En tout cas, qu'est-ce qui m'a poussée moi ? Oui, déjà et vous. Je vois que c'est aussi assez généralisé. J'ai fait une reconversion professionnelle.
Moi, j'étais enseignante à la base et j'ai voulu me reconvertir dans la tech pour plusieurs raisons qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes que d'autres personnes. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai envie, si je me reconvertis dans la tech, je ne suis pas certaine de trouver tout de suite une structure éthique, une structure dans laquelle m'engager avec sens. Et donc, je me suis dit, bon, ça passera d'abord par le bénévolat. Et puis pour rencontrer un peu les gens de ce domaine-là, si vous n'étiez pas dedans non plus. C'était aussi le but, but de me faire un réseau, de rencontrer du monde et trouver du sens à ce niveau-là. Et je suis allée sur jeveuxaider.fr, tout simplement. Ah oui, très bien. Okay. Où j'avais dû taper numérique responsable et engagé, ça se trouve, sur le coup. Et voilà, et à partir de là, donc il y a la possibilité de se former. Ah, vous avez été formée à quoi, vous, du coup ? Donc j'étais formée au premier atelier à destination des élèves de collège et lycée qui s'appelle Future of Tech. Ouais. Et du coup, qui traite des enjeux sociaux et environnementaux de la tech et des métiers de la tech. Ça dure combien de temps, une formation Future of Tech ? Une formation, ça dure 4 semaines. C'est totalement en visio. C'est totalement gratuit. Et le but, c'est de faire partie d'une cohorte, avec une centaine à peu près de personnes maximum. Je me permets juste de dire à ceux qui pourraient être intéressés que ce n'est pas 4 semaines en full-time, c'est 7 à 10 heures étalées sur 4 semaines. Et on va le voir, ce schéma-là, on le retrouve aussi dans Future of IA. Et après, du coup, tout d'un coup, ça vous a beaucoup plu. Vous en avez fait combien des animations d'ateliers ? Eh ben, je vous cache pas que je me suis formée, je crois, en février. Ouais. Et j'ai commencé à me former en février, donc j'ai fini en mars, avril. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et du coup, après, c'était les vacances scolaires. Donc, c'était l'été, donc j'ai pas pu animer. Et D'accord. en fait, à la rentrée, j'ai été engagée tout de suite D'accord. Ça vous a comme tellement chef plu, de projet. Ça vous a tellement plu la méthodologie et la manière de le faire qu'il y avait des opportunités de faire plus, finalement, au sein de l'association. C'est ça, et ça s'est fait très rapidement, donc j'étais plutôt heureuse de ça. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai une trentaine quand même d'ateliers à mon actif, puisque évidemment, en tant que salarié, on continue d'animer. Oui. Alors, du coup, on va passer à Future of IA. Et on a vu, donc il y a une panoplie déjà d'ateliers existants. Pourquoi tout d'un coup s'est fait sentir le besoin de créer ce nouvel atelier Future of IA ? Il y avait déjà finalement la bataille de l'IA. C'est quoi la différence ? Pourquoi tout d'un coup faire ce pas supplémentaire ? Ouais. Je peux répondre. Donc on avait déjà développé Future of Tech et conçu spécifiquement Future of Tech, qui est un format totalement différent de la version adulte, la bataille de la tech, qui est davantage gamifié, qui est plus vulgarisé, parce qu'on s'adresse effectivement à des collégiens et des lycéens qui utilisent le numérique tous les jours, mais qui ne se posent pas toujours beaucoup de questions sur le sujet. Ouais. Et donc, en fait, on voyait qu'on avait besoin d'avoir 2 formats totalement différents pour des publics totalement différents. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'était une forte demande des profs, directement, qui venaient nous dire mais en fait, quand est-ce qu'on parle d'IA ? En fait, moi, je ne sais pas en parler et j'ai besoin d'avoir des outils pour ça. Donc ça, c'était aussi une forte demande de ce côté-là. Donc la cible et le format, finalement, déjà, qui sont différents. Exactement. Ouais. Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Mais oui, Elisa, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu, d'ailleurs, à cette antenne. Quelle question vous avez, Elisa ? Concernant l'IA, quels sont les 2 points sur lesquels tout le monde doit être acculturé autour d'un IA café ? Alors, est-ce que ça vous parle comme question, Lisa, par exemple ? Bien sûr que ça nous parle comme question. Si on devait vraiment résumer le truc, c'est au max 2 points. C'est pas beaucoup pour le coup, mais c'est les 2 points essentiels. Je pense à 2 points qui sont d'ailleurs abordés dans la formation à Future of IA pour animer cet atelier. Je peux en proposer un et puis Tom pourra compléter aussi. C'est que l'IA n'est pas consciente. Ça, je pense que c'est important de le rappeler, et on confond souvent intelligence et conscience. L'intelligence artificielle n'a pas de conscience. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on utilise des termes assez anthropomorphisés, on va dire elle ou il. On va même la représenter de manière humanoïde. Qui pourrait laisser penser qu'elle pourrait nous remplacer. Donc ça peut porter à confusion. Où on dit encore, par exemple, que l'IA apprend, alors que c'est pas vrai. L'IA, elle analyse. Donc, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de conscience derrière l'intelligence artificielle. Il y a toujours des humains qui, eux et elles, sont bien conscients.
Mais voilà, c'est un outil qui ne peut pas comprendre ce qu'il est, elle, enfin, ce qu'il, pour le coup, effectue comme opération. Voilà. Et moi, je rebondis sur le deuxième point, c'est elle n'est pas infaillible. Et ça, c'est aussi important de le rappeler, notamment pour celles et ceux qui, en fait, ont leurs premiers outils avec de l'IA aujourd'hui et qui ne se rendent pas compte déjà de tout, par toutes les étapes par lesquelles on est passé, et de rappeler que en fait, l'intelligence artificielle analyse des milliers et des milliards de données. Ces données sont celles qu'on lui fournit, qui comportent des biais, qui comportent des choses qui sont fausses, et donc forcément, on a la possibilité d'avoir des résultats qui sont erronés. Et donc, on aborde aussi dans le jeu Future of IA tous ces enjeux-là qui permettent de s'interroger sur la fiabilité, sur les biais, pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça et éviter de penser que c'est de la magie, quoi. Et pas qu'un peu faux, hein, parce qu'il y a une étude qui vient de sortir là, qui montre encore que 50% des réponses du meilleur, donc de ChatGPT à ce stade, comportent des erreurs. 50%. Rendez-vous dans 2 ans, ça aura augmenté. Et sûrement. Et du coup, alors, si on rentre dans le cœur du sujet, comment ça se passe, un atelier Future of IA? Finalement, c'est quoi le pitch d'un atelier Future of IA? Alors, c'est un atelier de 2 heures, donc à destination des élèves de lycée principalement, mais qu'on adapte en fonction. L'idée, c'est d'avoir, comme Future of Tech, une sorte de fil conducteur, un objectif commun, et de travailler en groupe. Ici, le pitch, c'est l'intelligence artificielle, comme d'autres technologies avant elle et comme d'autres le seront après elle, révolutionne et transforme un petit peu le monde et apporte avec elle son lot de menaces comme d'opportunités. Donc c'est à nous, donc là quand je dis nous, je parle aussi des élèves, voilà, au groupe, en tant que humains conscients, de faire les bons choix pour répondre à une problématique du monde contemporain. Donc en l'occurrence, est-ce que je rentre dans le détail ici? Oui, bien sûr. On propose des missions aux élèves du type, voilà, aider à la conservation des coraux, optimiser l'accès au repas pour les personnes sans abri. Et on leur demande comment est-ce que l'IA pourrait aider à atteindre cet objectif. Et pour nous, c'est important de dire qu'elle pourrait aussi ne pas aider et qu'il pourrait y avoir aussi d'autres outils qui ne seraient pas IA et qui pourraient être très utiles pour répondre à ces missions. Alors, je précise que vous avez devant vous, pour ceux qui n'ont pas l'image, toutes les cartes du jeu, parce que c'est un jeu de cartes. Hein. Pour ceux qui ont l'image, vous voyez du coup Lisa regarder les différentes cartes. Donc, c'est les différentes missions qui vont être proposées aux différents groupes. Et il y a un déroulé, en fait. C'est ça par rapport à ces missions. La mission, c'est le fil rouge et il y a plusieurs étapes, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, les différentes étapes, alors on présente aux élèves des différentes fonctionnalités qu'ils et elles connaissent ou pas d'ailleurs, parce que souvent les élèves utilisent l'IA sans savoir que c'est de l'IA. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme fonction? Qu'est-ce que vous expliquez comme fonctionnalité? Alors, on parle de choses assez classiques comme la génération de texte ou comme les chatbots. Et donc vous rentrez dans le détail de comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait? Voilà, on rentre légèrement dans le détail de qu'est-ce que c'est concrètement. On donne surtout des exemples aussi de où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui. Pour que le groupe parle de la même chose, quoi, en fait. Pour que le groupe parle de la même chose, exactement. C'est très important qu'on ait ces acceptions communes. D'accord. Donc, les élèves choisissent des fonctionnalités en lien avec leur mission. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, comme outil de l'IA, répondre à notre problématique, nous aider en tout cas. Ensuite, on a une partie très importante qui est la partie des métiers. C'est un élément qui est important pour nous d'aborder pour les élèves de lycée, notamment en lien avec leur orientation professionnelle. Et c'est de déconstruire un peu certains stéréotypes qu'ils et elles peuvent avoir par rapport au métier du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, on a plusieurs éléments et on demande aux élèves de choisir une casquette avec des compétences qui sont à la fois techniques, comme typiquement du développement, du code, des choses plutôt pointues, comme aussi, c'était important pour nous de le mettre en avant, des compétences qu'on appelle plutôt soft. Typiquement, soft skills. Ouverture d'esprit, des choses comme ça. Donc, qui pour nous sont aussi importantes pour que tout le monde puisse se reconnaître dans des profils et puisse s'approprier un petit peu mieux ces outils. C'est là que c'est bien aussi d'aborder la question des métiers à cet âge-là, avec cette classe d'âge,
où ben, c'est pas forcément très concret, quoi. Et donc là, pour le coup, ils ont une description d'un poste. Qu'est-ce que fait cette personne-là dans la vie? Quelles sont ses compétences générales, ses compétences plutôt intrinsèques? Ça permet aussi d'avancer finalement dans sa propre réflexion, même si on ne fait pas de l'IA après. Complètement, exactement. Et ça permet aussi, comme c'est des travaux de groupe, et c'est quand même un aspect très très important et qui marche beaucoup sur ces ateliers, c'est moi je me sens comme ça, puis en fait, la personne en face de moi, c'est complètement différent. Et c'est OK aussi, on va pouvoir travailler ensemble. Oui, vous me disiez en préparant cette émission que cette partie métier, à un moment donné, elle est un petit peu débriefée en plénière, c'est-à-dire que chacun dit pourquoi il a choisi tel métier, tel rôle. Et du coup, ça affirme un peu par rapport à la plénière et par rapport au groupe, c'est ça? Oui, complètement. Alors, c'est pas forcément en plénière. Ce jeu, il s'adapte aussi. Donc, si par exemple, c'est l'animateur ou l'animatrice voit que c'est un élément particulièrement important, ça peut être repris en plénière. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être plus ou moins repris. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est repris dans les petits groupes. D'accord. Et donc, j'en viens à la dernière partie qui est la plus importante. C'est la partie formation. Donc, on dit aux jeunes, voilà, vous avez un objectif, vous avez des outils pour atteindre cet objectif. Vous avez un rôle, vous avez des ambitions et des compétences, mais vous n'êtes pas encore formé. Oui. Donc là, c'est vraiment la partie formation, où on forme du coup les jeunes à 3 enjeux. On a fait le choix de 3 enjeux de l'intelligence artificielle, qui sont les biais, la fiabilité. Attendez, on va rentrer dans le détail, parce que les biais... c'est quoi les biais du coup? Peut-être Tom, vous pouvez développer la partie biais? Oui, je peux peut-être évoquer effectivement juste en tout cas un focus sur ce mini-jeu sur les biais. Déjà, on explique ce que c'est que les biais, parce qu'en général, ils savent pas forcément ce que ça veut dire. C'est pas un mot très simple à comprendre. Pas courant en plus, ouais. Donc voilà, on a vraiment ce rôle-là. Et par exemple, sur ce mini-jeu, on leur propose une image qui a été générée par une IA. Et on leur demande, à votre avis, quel prompt, en expliquant aussi ce que c'est qu'un prompt, a généré cette image. Et donc, pour ceux et celles qui ne voient pas l'image, c'est une femme apeurée dans une forêt en fauteuil roulant qui paraît très mal en point. Et donc, voilà, ils nous font généralement une description très, très, très précise d'un prompt. Et en fait, le prompt qui a généré cette image, c'est s'il te plaît, dessine-moi une femme en situation de handicap. Et donc, les biais des données des sociétés, en fait, ont généré une femme seule, apeurée, au milieu d'une forêt, en fauteuil roulant, alors qu'on a juste dit handicap. Et donc, il associe voilà, des choses qui sont importantes à analyser et qui permettent d'aller plus loin aussi dans les débats avec les différents groupes. Ok. Peut-être deuxième notion, Lisa, qui sont abordées dans le mini-jeu? Ouais, il y a la notion de fiabilité, qui est quand même assez importante. Vous le disiez, dans les deux compétences qu'il faut, dans les 2 éléments qu'il faut bien connaître sur l'IA. Complètement. On parle beaucoup des fake news dans notre atelier Future of Tech. Donc les jeunes comprennent bien ça quand même. Ils comprennent très bien. Ils et elles comprennent très très bien. C'est plus comment ils et elles se sentent par rapport à ça. Est-ce qu'il y a de la confusion? Est-ce qu'il y a de la peur? Voilà, c'est aussi comment on se positionne par rapport à ce type d'informations et essayer de leur donner les clés. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire là, de leur donner les clés pour aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut reconnaître une image générée par IA, sachant qu'effectivement, ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément applicable même dans 3 mois. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est leur permettre de prendre un peu de recul. Là, en l'occurrence, pour cet enjeu, on a un petit jeu qui présente 4 images. Et donc, c'est aux jeunes de deviner quelles sont les images qui ont été générées par une intelligence artificielle. Oui, d'accord. Voilà. J'imagine que vous avez bien choisi les images pour que ça soit un petit peu compliqué quand même, un petit peu. Oui, même pour les adultes, c'est pas forcément évident. Donc, le but, c'est pas forcément, encore une fois, d'avoir la bonne réponse. Oui. C'est de réfléchir à pourquoi j'ai choisi cette image-là et pourquoi pas une autre. Et voilà. Finalement, prendre du recul aussi. Exactement, c'est vraiment ça. Par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on reçoit comme image ou comme élément. C'est vraiment ça. Et le troisième élément de compétence, c'est sur l'impact environnemental. Malheureusement, c'est quelque chose concernant l'IA qui est mis sous silence, qui est invisible, qui est abstrait pour beaucoup de personnes, alors que malheureusement, c'est très concret. Et là, on a fait le choix de proposer des activités et de demander à classer l'impact environnemental de ces différentes activités. Et parmi ces activités, il y a des choses qui parlent aux jeunes et il y a la phase d'entraînement, par exemple, de ChatGPT ou son utilisation sur une semaine. Et l'objectif ici,
c'est d'avoir un ordre de grandeur et de comprendre qu'une utilisation de ChatGPT sur une semaine, c'est de l'ordre de 10 fois plus que sa phase d'entraînement. Et comparé à des choses aussi comparables à leur vie, c'est quelque chose qui est assez marquant pour eux. Donc là, on cherche la prise de conscience de cet aspect-là. Exactement, créer des déclics aussi. Ok, très bien. Écoutez, on voit bien comment ça se construit au fur et à mesure. Et là, vous recherchez en ce moment des bénévoles pour venir animer les prochains ateliers. Oui, tout à fait. On cherche toujours des bénévoles. Tant qu'il y aura des élèves, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir donner, comme disait Tom, aux élèves les clés pour faire les choix les plus éclairés possibles pour eux, pour les autres personnes et pour la planète. Et donc, effectivement, on est en phase de recrutement permanent, dans le sens où je vous ai parlé tout à l'heure des formations qui étaient sur une durée de 1 mois, avec évidemment du temps en asynchrone, etc. On a aussi, depuis pas si longtemps que ça, ouvert des formations en totale autonomie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous voulez vous former, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Et voilà. Vous suivez les modules au fur et à mesure. Voilà, on suit les modules au fur et à mesure et vous pouvez vous former selon le temps que vous voulez, en un week-end si vous voulez, si vous êtes très très assidu. Plutôt qu'une série Netflix, allez hop, une formation. Voilà, donc il y a des modules, je peux rentrer dans le détail du contenu de la formation si vous souhaitez. Ouais. Moi je voulais juste peut-être rappeler les dates aussi pour ceux qui veulent se lancer en promo, en mode promo je veux dire, avec une cohorte et d'autres personnes, de se dire c'est un travail collectif. Première date de 2025, c'est quand ? C'est le 3 février. Ok, bon, si jamais vous loupez cet épisode, c'est cette émission et que vous arrivez plus tard. Il y a des formations toutes les 3 mois, des nouvelles promos aussi, donc c'est possible en avril, c'est possible après en octobre je crois, et peut-être juste les modalités, donc c'est futureoftech.fr et devenir anime, et vous pouvez choisir de devenir anime sur Future of Tech ou sur Future of IA. Les 2 formations démarrent en même temps. Donc je me mets sur la plateforme si je veux être un peu autonome et je veux tracer sur la compréhension de l'animation de l'atelier, ou je participe à quelque chose de peut-être plus progressif avec des heures spécifiques dans la journée, c'est ça Alors dans tous les cas, la formation, elle est en ligne. Elle est en ligne, c'est ça. Et il y a 2 visios qui sont obligatoires pour valider la formation. La première, c'est d'avoir vécu l'atelier en tant que participant. Pour nous, c'est important pour la transmission d'avoir été en position de recevant, d'apprenant. Et une autre visio qui va être plus pour couvrir un peu les zones grises qui pourraient persister, juste pour que les animes prennent confiance, soient rassurés par rapport au fait qu'ils peuvent animer cet atelier, qui est de toute façon très autoporteur. Et entre-temps, il y a un kit fourni avec différents modules autour de l'intelligence artificielle, de ses impacts, et autour aussi du rapport que les ados entretiennent avec l'IA, de la posture d'anime, comment est-ce que je fais pour vulgariser des savoirs, pour répondre un peu plus à des questions qui viendraient au fil de l'atelier et qui ne seraient pas forcément en lien direct avec les cartes. Une culture G globale sur l'IA. Et comment on fait quand on est lycée ou prof et qu'on veut que vous veniez faire l'atelier? Tu lis dans mes pensées. Alors, je précise aussi que Anime bénévole, c'est Anime tout court aussi, c'est-à-dire que bien sûr qu'on encourage des profs à se former, soit de manière un peu citoyenne via le processus standard, soit des partenariats qu'on mène avec plein d'académies aussi de ce côté-là. Et donc, pour se positionner, pour pouvoir accueillir un atelier Future of IA ou Future of Tech, c'est la même adresse, futureoftech.fr, et vous avez un mini formulaire pour dire je suis intéressé, je souhaite accueillir un atelier et si possible avec des animes bénévoles, et vous êtes rappelé dans la semaine par Christopher qui travaille dans l'équipe et qui va caler avec vous le créneau qui vous arrange, avec le travail derrière de notre côté d'essayer de trouver des animes, proposer en tout cas le créneau aux animes bénévoles. Parfait, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de Future of IA et longue vie à cet atelier que je vais m'empresser d'essayer de faire, peut-être même de me former en tant que bénévole. Avec plaisir. Merci à vous, Tom et Lisa. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Cause Commune, ce n'est pas que par les mois d'IA, vous avez Rayon Libre par exemple avec notre ami Jérôme. Si vous nous écoutez là, si on est en direct, vous êtes en direct samedi matin sur la FM, écoutez, bon appétit. Allez, à bientôt.